en fait, il faut fonctionner par palier. Il faut pas voir déjà la fin directement. Il faut se faire des petits objectifs. En fait, pour arriver d'un point A à un point B, c'est pas tout droit, hein. Ça va être une longue route sinueuse. Donc après, il faut savoir. En fait, je pense que c'est un système d'escalier, en fait. Parce que si on vise trop haut, direct, on va retomber, on va se démotiver, on va tout stopper. Alors que si on se fait petit objectif par petit objectif, à chaque fois on se dit tiens, je suis capable d'y arriver, je vais avancer encore. Je vais voir jusqu'où je peux aller en fait. À chaque fois, c'est dépasser les objectifs qu'on se fixe. Êtes-vous candidate au concours du CRPE ? Vous êtes-vous déjà demandé comment des candidates arrivent à obtenir leur concours après plusieurs échecs ? On le sait tous, un concours c'est une étape de vie, où l'on passe par des émotions, des difficultés, mais aussi des moments de joie intenses et des rencontres formidables. Un concours, c'est aussi une épreuve qui nécessite d'aller chercher dans nos ressources pour se dépasser et sortir de notre zone de confort. Vous êtes sur le podcast de Personne n'est nul, je suis Sylvain Vigier et je reçois Caroline, candidate maman solo, qui a obtenu son concours après sa 7e tentative dans l'Académie de Corse en 2022. Dans ce podcast, on aborde ce qui fait qu'après 6 échecs, elle a continué à croire en son rêve. On y parle organisme de formation, travail en groupe, préparation des écrits et des oraux et techniques de mémorisation. Je vous laisse découvrir ce passionnant podcast qui permettra à celles et ceux qui ont eu des échecs de voir que tout est possible si tant est qu'on y croit et qu'on s'en donne les moyens. Bonjour Caroline, aujourd'hui donc je te reçois pour que tu nous parles un petit peu de ton expérience et puis pour que peut-être ton expérience puisse servir aux candidates au CRPE 2023 ou les suivantes pour celles qui écouteront. Juste avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Donc bonjour à tous, je m'appelle Caroline, j'ai 28 ans. Je suis une maman solo d'un petit garçon de 5 ans et je viens de réussir le CRPE 2022. Ok, et dans quelle académie tu t'es présentée et puis au bout de combien de fois tu l'as réussi ? Alors, je l'ai passé dans l'Académie de Corse et je l'ai eu au bout de 7 fois d'inscription dans l'Académie de Corse. Voilà, et c'est ça qui m'avait fait tilt, parce que je t'ai dit 7 fois. C'est quand même extraordinaire. Comment t'as fait pour avoir autant d'abnégation ? En fait, c'est que j'ai toujours voulu être professeur des écoles. Je ne me suis jamais vue faire autre chose, donc j'ai rien lâché, même si ça a été difficile. Donc voilà. Ok, et alors, qu'est-ce qui fait que tu l'as à la 7e fois et pas les 6 premières ? Je suis pas du tout partie dans la même optique mentale. Et pas du tout dans le même type de préparation. Ok, alors si tu peux nous en dire un petit peu plus, c'est-à-dire quand tu dis même optique mentale, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que les autres années, j'étais partie dans l'optique je joue ma vie. Ok, d'accord. Alors que là, pas du tout. J'ai dit je vais donner le meilleur de moi-même, je vais me donner toutes les chances de mon côté en travaillant correctement. Et je me suis dit advienne que pourra. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. On retentera l'année d'après. Ok, donc et ça a changé quoi dans ton mental ? Le fait que tu te dises tiens, je joue plus ma vie, mais par contre je vais donner le meilleur de moi-même. Ça avait un impact moins fort parce que les autres années, du coup, ça jouait même sur mon sommeil. Donc j'étais très fatiguée. Donc je pouvais pas me préparer de façon optimale. Alors que là, du coup, le sommeil et tout, c'était pas du tout le même. Donc, j'étais, on va dire, mieux pour pouvoir bosser plus tranquillement. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que le sommeil a un enjeu capital dans la mémorisation. Et c'est vrai que si effectivement on dort mal, du coup on mémorise mal. Et puis j'imagine qu'après c'est une spirale, non ? Oui, c'est ça. Ok. Et donc 6 fois. Et donc tes 6 fois, tu t'es dit je joue ma vie à chaque fois. Ouais, et après, il y a eu plein d'aléas de ma vie perso qui ont fait que aussi, ça a été difficile de pouvoir bosser correctement parce que la première année, j'ai pas bossé du tout. La deuxième, après, je suis tombée enceinte de mon fils. J'ai eu les écrits, mais je n'ai pas pu aller aux oraux parce que j'ai accouché. Ok. Après, la troisième année, un bébé en bas âge, j'ai pas pu travailler correctement. Les années qui ont suivi aussi, j'ai eu des soucis de santé. Donc, ça a fait qu'à chaque fois, j'ai loupé. Ok, d'accord. Donc il y a quand même du perso qui est venu se mettre sur
du pro, quoi, et donc du coup c'est pas facile à gérer. Ouais. Cette septième année là, tu as rien eu au niveau perso qui a pu Ah, te si, bouleverser? si, j'ai été opérée en urgence un mois avant les oraux. Ah génial, ok, d'accord. Ouais, et j'ai été passer les écrits en ayant mon fils malade, donc j'ai dû le faire garder. J'étais bloquée du dos, enfin c'était fantastique. C'était pas du tout des conditions optimales. Ça c'est extraordinaire quand même. Tiens, est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie autres qu'au niveau du CRPE où justement t'as eu un tas de trucs où tu t'es dit putain mais c'est pas possible quoi. Ah, mais toute ma vie c'est comme ça, de toute façon. C'est vrai. Ouais, Donc t'es habitué maintenant en fait, c'est ça? c'est ça, voilà. Je me suis dit, ben on verra ce que ça donne, et puis voilà. Ok, d'accord. Donc en fait, t'es en fait une grosse cascadeuse en fait. Tu t'en sors. C'est pas volontaire, hein. C'est pas volontaire. On me l'impose. On te La vie me l'impose. l'impose. La vie te l'impose. Ok, d'accord. Non, c'est intéressant parce que tu vois parfois, alors même si t'as pas fait de l'auto-hypnose, mais quand on fait de l'auto-hypnose, on parle d'auto-sabotage parfois. Et ben ça correspond un peu à ce que tu me dis, c'est-à-dire que ben, en fait, il va se passer plein de trucs qui vont faire que ça va te saboter et que au fur et à mesure, tu te dis putain mais ça pourrait pas être facile à un moment donné. C'est ça. Ok. Du coup, tu me disais, t'étais maman solo. Enfin, j'ai retenu ça quand tu t'es présenté. Oui, Comment tu t'as géré ton petit loup? Ton petit loup, il a quel âge? Enfin, c'est un 5 garçon, ans. c'est un petit gars. Ouais, un petit garçon, il a 5 ans. Un petit gars qui a 5 ans, donc un petit gars en bas âge quand même. Ouais. Ça a Euh, été très compliqué ouais, parce qu'il fallait que je le mette de côté, en fait. ouais. Vraiment, hein. J'essayais de lui accorder du temps, mais c'était pas suffisant. Donc après, il me le faisait un petit peu payer. Il n'était pas très très sage. Et après, j'avais ma maman qui m'aidait aussi, qui le prenait de temps en temps pour que je puisse travailler. Ouais, donc là, J'ai t'as fait pu du mieux que j'ai t'organiser. pu. Ok, t'as fait du mieux que t'as pu. Ok. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné, par exemple, avec ton fils, que tu pourrais transmettre, par exemple, aux candidates qui ont un enfant et qui elles aussi sont toutes seules et qui doivent se débrouiller? Est-ce qu'il y a des trucs qui marchent? Ouais, alors quelque chose qui marche bien, que j'ai essayé les derniers temps, c'est que je lui disais je vais jouer un petit moment avec toi et j'utilisais un time timer. Ok, Je lui disais quand ça va sonner, il faudra que maman aille travailler d'accord. et tu joueras tout seul. Il faudra que tu laisses maman tranquille. Donc j'ai essayé de lui accorder du temps à lui et après ce temps-là, je me consacrais à mes révisions. Ok, et ça a plutôt bien marché. Oui, parce que au début, quand j'utilisais pas le time timer, il n'avait pas de repère en fait. Ok. Donc il se disait non maman encore un peu, alors que là je lui avais expliqué d'entrée de jeu que quand ça sonnait c'était fini, qu'il fallait que je fasse autre chose. Ok maman, et il allait jouer dans son coin. Ah ok, bah, intéressant. Ça marche, puis en plus ça te donne plein de billes pour l'année prochaine, Ah pour bah tes oui, classes. totalement. Ah, ok, c'est une belle expérience. Tiens, tu t'étais préparé à partir de quand? Quand est-ce que tu as commencé? Enfin, toi, t'as eu cette année, mais j'imagine qu'il y a le concours a changé en plus. Donc, Ouais. comment t'as fait pour Moi t'organiser en fait? j'ai commencé mes révisions fin août. T'as commencé fin août, ok. Et comme ça j'ai pu étaler toutes les révisions vraiment de façon optimale et à pas trop être en surcharge. Ok. Après. Et quand tu dis de façon optimale, comment tu fais pour optimiser ce planning sur l'année? Alors, ce que je faisais, c'est que j'avais un jour par semaine qui était dédié à une matière. Ok. C'est-à-dire, par exemple, le lundi, je décidais de faire du français. J'abordais une notion nouvelle. Bon, après, au bout de 7 ans, elles sont pas forcément nouvelles, hein, mais... Et je faisais des exercices le reste de la semaine pour réinvestir les notions. Ok. Et chaque jour, je faisais la même chose. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, c'est chaque jour tu découvres une notion dans le sens où tu introduis une notion et Voilà. ensuite le reste de la semaine tu continues à travailler cette notion Voilà. pour la stocker, pour la Ouais, mémoriser. jusqu'au mois de décembre, j'ai travaillé comme ça et je travaillais toutes les épreuves, c'est-à-dire les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission. Ok. Bien sûr, les épreuves d'admission, en termes de quantité horaire, elles étaient moins importantes que les épreuves d'admissibilité qui arrivaient plus tôt. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, parce que en fait, tu allais souvent aux écrits ou tu as fait qu'une seule fois ou deux fois Tous aux les écrits? ans. Tous les ans, t'as passé Tous les les ans. écrits.
Ouais, tous les ans, j'ai passé les écrits. Donc, je les ai eus une, deux, 4 fois. Ah, tu les as eu 4 fois, d'accord. Donc du coup, tu as eu quand même une expérience derrière sur les jurys d'admission qui ont été différents, Ouais. j'imagine. Bah, du coup, je n'y ai été que 3 fois. Mais oui, j'ai quand même été 3 fois aux oraux. Ok, bon, on reviendra sur les oraux justement parce que j'aurais peut-être quelques questions à te poser sur la préparation. Donc sur les écrits, alors bien sûr, une question qui arrive, c'est est-ce que tu étais seul pour préparer ou est-ce que t'as testé différents organismes? Est-ce que tu Ah, cette année, j'ai testé différents organismes. Je me suis dit, j'ai besoin d'un cadre. Ok, Le cadre est apporté par l'organisme de formation, c'est-à-dire qu'on a quand même un planning à respecter. Alors que quand on se le fait nous-mêmes et qu'on est seul, souvent on a tendance à dire oh je le ferai plus tard. oui, c'est ça. D'accord. Donc là, t'as quand même un planning et ça te met des objectifs clairs, identifiés. Voilà. Donc Alors que là, comme on avait des visios, on devait préparer les trucs, donc c'était vraiment quelque chose de cadre et je me disais il faut que je me cale, que je fasse ce qu'il y a à faire. C'était voilà comme moi j'aime bien les choses carrées, j'ai eu besoin de ce cadre-là pour pouvoir me préparer au mieux. Ok. Et tiens, en termes, alors je sais pas toi, moi ça me dérange pas de faire de la pub pour un organisme, hein. Dans le sens toi, est-ce que tu recommandes l'organisme et si oui, c'est quel organisme? Comme ça, les candidates elles le savent et puis c'est qu'un point de vue Alors, encore une fois. Hein. oui, moi j'en ai pris plusieurs. Ok. Donc j'ai pris pour le mathématiques notionnelles et didactique Rachel et ses drôles de maths. Ok. Et du coup, la formule didactique qui était proposée par une intervenante de projet formation, j'ai pris aussi la didactique de français sur projet formation parce que je trouvais que c'était vraiment complet. Ok. Après, j'avais pris CRPE réussite pour travailler l'EPS, les mises en situation professionnelle et l'histoire géo EMC. Ok, d'accord, ça marche. Ensuite, pour le français notionnel, j'ai été sur Brio concours. D'accord. Et j'avais pris aussi, avant de prendre celle de projet formation en didactique du français, j'avais pris une formation que faisait Daniel Haddad. Ok. Que j'ai trouvé pas mal aussi. Donc, je pourrais les recommander. Après, c'est en fonction de chacun aussi. Ça dépend si vraiment on veut travailler juste sur le notionnel ou si on a besoin d'une pratique, de mettre en pratique pour pouvoir mieux se préparer. Ça dépend des candidats après. Et toi, c'était en fait lequel où tu as trouvé peut-être une plus-value plus intéressante par rapport à ta préparation? Ou est-ce qu'ils sont... C'était alors Rachel et ses drôles de maths pour le notionnel. Nejma avec Brio concours pour le français notionnel. Et après, la didactique, c'était la personne de projet formation. D'accord. Ok, bah ça, je mettrai... C'est-à-dire pour l'épreuve, c'est pour la nouvelle épreuve de leçon où on doit faire une leçon en français et une leçon en mathématiques. D'accord. Je mettrai les liens à la suite pour que les candidates qui veulent. Donc en fait, t'as fait plein de petits organismes. Dans le sens, c'est pas des grosses structures comme on peut voir parfois. Non, c'était pas ni Fort Prof, ni Objectif CRPE. C'était vraiment des petits trucs. Et justement, ces petits trucs-là, vraiment, on avait un accompagnement personnalisé. Et ils nous donnaient aussi beaucoup d'encouragement. Ils étaient sur les sites pour pouvoir regarder les résultats, pour nous encourager. Enfin, c'était vraiment un suivi vraiment presque personnalisé, quoi. Ouais, donc ils étaient à dispo n'importe quand pour répondre à nos questions. C'était franchement top. Ok, ça marche. C'est vrai que c'est l'avantage. Oui. J'en oublie un, pardon. En histoire géo aussi, j'ai pris en dernier Louisa apprentissage de la formule réussir ou réussir. Ok. Ça aussi, c'était super. Et d'ailleurs, je l'ai remerciée parce qu'elle a fait une une préparation de séquence sur la Première Guerre mondiale. Et le sujet qui est tombé cette année, c'était sur la Première Guerre mondiale. Excellent. Ouais, c'était top. Bonne pioche alors. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que c'est quand même la foire. Il y a quand même beaucoup de choses de proposer pour vous candidates. Maintenant, c'est ce qui est plutôt intéressant aussi parce que vous pouvez faire aussi votre. Et après, ça dépend des profils. C'est ça qui est bien. Ok. Donc si vous écoutez, écoutez, vous avez plein de possibilités. En tout cas, Caroline en a testé beaucoup. Donc la plupart de ceux que tu donnes, en tout cas, sont plutôt recommandés. Enfin, tu les recommandes, en tout cas. Donc voilà. Après, comment tu les as connus, ces organismes? Comment t'as fait pour les par découvrir? Les réseaux sociaux. Ouais, par les réseaux.
D'accord. Donc c'est ce qui t'a fait que t'as pu les découvrir. Ok. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans ta préparation? Tout à l'heure, tu nous parlais d'une opération, mais même des moments, toi, tu les collectionnes apparemment, hein, ce que tu me disais. Oui. Alors la question, c'est comment tu les dépasses? Comment tu fais pour un moment de dire, ok, je continue, j'avance? Il faut prendre un temps pour se poser. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire le vide. Ok. Pour pouvoir mieux repartir après. Et alors, comment tu fais pour faire le vide? Je fais des trucs que j'aime. Moi, j'aime bien cuisiner, j'aime bien faire de la pâtisserie, j'aime bien aller me promener. Donc, c'est ce que je faisais pour me vider la tête. Et après, j'ai repris mes révisions et ça a été très bénéfique parce que j'arrivais à mieux retenir et à mieux me concentrer. Ok, ça marche. Donc en fait, tu le planifiais ça ou c'était quand tu voyais que voilà, là, ça rentrait plus, je vais faire un tour. C'est ça, c'était quand ça rentrait plus et après, à un moment donné dans ma préparation, je me suis dit là, ça va plus, il faut que tu t'accordes un jour par semaine où tu fais rien. Ok, donc après, dans ta prépa. Où tu vas te consacrer à ton fils, où tu vas faire ce que tu as envie, que tu vas pas te dire de telle heure à telle heure je dois faire ça, de telle heure à telle heure je dois faire ça. Vraiment, lâcher prise au moins un jour par semaine, c'est important. Et ça, comment tu l'as découvert? Est-ce que c'est par l'expérience que tu t'es dit tiens, il faut que je fasse comme ça, ou est-ce que c'est parce que tu as lu ou que tu as découvert, je sais pas moi, des techniques? Je me suis intéressée aux neurosciences. Oui. J'ai lu des articles qui disaient voilà, il fallait des moments de pause, etc. Même quand on révise, il y a un certain temps où il faut travailler, ensuite il faut faire une pause pour pouvoir reprendre, et aussi par le vécu au fil des années. Ouais, c'est l'expérience qui fait que. Ouais, voilà. On se dit ok. Et en plus, c'est vrai que c'est les méthodes type Deep Work, type Pomodoro, qui permettent effectivement d'être plus efficient dans le travail quand on s'accorde des pauses. Mais si on ne l'apprend pas, hein, on le découvre par soi-même. C'est ça. Ok, j'étais en train de me poser la question, est-ce que tu avais quand même des livres à côté de tes organismes de formation ou est-ce que tu bossais vraiment sans livres? Alors, j'ai bossé avec des livres pour les épreuves d'admission. Pour les épreuves d'admission. C'est-à-dire pour l'épreuve de leçon, Okay. vraiment, parce que comme ça, j'ai fait plein de sujets pour voir un peu la trame qu'il fallait mettre en place. D'abord pour présenter les documents, introduire la notion qu'on nous demandait de faire en leçon, donner les connaissances didactiques liées à l'apprentissage de cette notion, et ensuite faire mon déroulé de séquence et développer une séance, et après faire une conclusion, vraiment pour avoir un quelque chose de type. À chaque fois, je faisais la même chose, comme ça, après le jour où j'ai dû aller préparer mon oral, j'ai fait la même chose et je me sentais pas stressée en fait. Plus on s'entraîne en fait à faire des sujets, plus on se sent moins démuni et moins stressé au moment de la préparation le jour J. Ok. Et ça, c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qui est commun aussi avec Estelle qui était dans le premier podcast, qui disait que effectivement elle faisait beaucoup d'exercices et elle recommandait notamment les annales par exemple pour travailler les mathématiques. Parce qu'après on se crée des automatismes. Moi, par rapport à l'organisme que j'avais pris, Rachel et ses drôles de maths, donc on avait des exercices, on commençait par le B.A.B.A, donc on revoyait les notions, les basiques, on faisait les exercices. Après, il y avait les notions, il y avait niveau 1 et niveau 2, c'était par rapport au terme, à la difficulté. Donc, oui. Le cours 1, c'était le cours le plus facile. Le niveau 2, c'était des exercices un peu plus complexes. Et après, tous les mois, ils nous faisaient un concours blanc. Ok, d'accord. Où il faut se mettre en situation vraiment comme ça. Après, on stresse pas même par rapport au temps qu'on a pour les épreuves. Ouais, donc en fait c'est ça. Et même pour les épreuves d'admission, tu as aussi gardé la même technique. Oui. D'accord. Donc au niveau des livres, si tu peux les recommander, c'est quels livres qui sont intéressants à... Alors moi j'ai pris donc pour l'épreuve de leçon, j'ai pris chez Nathan. Ok. Et chez Vuibert. Tous les deux, en fait, dans le sujet, quand ils nous donnent le sujet, au départ, il y a les connaissances didactiques qu'on doit avoir par rapport au sujet qu'on doit traiter. Ok. Et ensuite, on a un déroulé type. Et ce qu'il y a dans le Vuibert, qu'il n'y a pas dans le Nathan, c'est qu'après, on a des questions de type pédagogique. Pourquoi vous faites ça de telle façon? Et après, il y a des questions aussi plus didactiques aussi sur les notions. C'est ça qui est important aussi. D'accord. Donc en fait, ça te prépare quasiment sur les types de questions que tu peux avoir à l'oral, quoi. Voilà. Moi, en fait, après, je faisais pour toutes les matières, j'ai fait des fiches questions-réponses. T'as fait des fiches questions-réponses, d'accord. Et comment donc, tu... la question,
j'avais la question au recto et la réponse au verso. Donc moi, quand je lisais la question, je répondais, je regardais derrière. Et quand elles étaient acquises, je les mettais de côté et celles à revoir. Après, je les revoyais plusieurs fois, jusqu'à vraiment connaître après mes fiches questions-réponses par cœur. Ok, donc ça c'est vraiment le top hein, dans l'apprentissage. Mémorisation à long terme, c'est une des techniques effectivement qui est la plus pertinente. Donc c'est bien, t'as des super techniques en fait à partager. Les flashcards aussi, on dit souvent. Et Oui, j'en ai fait aussi, ouais. Ouais, c'est toi qui les as fait, hein. Donc tu les as pas achetés quelque part, ouais, d'accord. Non, je les ai fait surtout pour l'histoire géo. Les maths, je me suis servi des fiches récapitulatives de Rachel, mais j'ai fait moi mes fiches. Et en français aussi, j'ai fait par contre, en français, j'ai pris celles de Nejma parce qu'elles étaient vraiment très très bien faites. Et il y avait rien à dire parce qu'elle les faisait elle-même, les cartes mentales, pour les notions les plus complexes, et c'était vraiment top. Ouais, d'accord. Ok, et ça c'était dans l'accompagnement, on te fournissait ces fiches. Ouais, super. Ok. Tiens, est-ce que tu travailles avec des chaînes YouTube? Est-ce que t'as bossé aussi avec des chaînes YouTube ou des chaînes ou même des ouais. Alors en français, donc du coup, j'avais trouvé la chaîne Le Français Facile. Donc elle faisait plein, surtout même pour l'orthographe, c'était pas mal. Et Rachel aussi, avant d'acheter la formule, parce qu'elle met des cours à disposition qui durent pas longtemps avec les remises à niveau basique, quoi. Ok, ça marche. Et comment tu gérais dans ton apprentissage, dans ton planning, alors avant peut-être d'être en formation avec un organisme qui te fait un planning, mais comment tu gères ce temps où tu vas chercher ailleurs des données? Tu vois, comment tu gères par exemple le livre ou même la chaîne YouTube ou les chaînes YouTube, parce que ça prend à chaque fois du temps, et puis on connaît les algorithmes de YouTube par exemple pour t'emmener à cliquer finalement sur d'autres liens. C'est des heures et des heures, hein. Les années où je bossais pas, où on va dire où j'ai moins préparé, et des fois même la nuit je me réveillais, j'étais sur YouTube, je regardais des vidéos, et du coup au fur et à mesure des années j'avais un stock, quoi. Oui, c'est ça, d'accord. Tiens, j'ai oublié de te demander, est-ce que toi t'étais en dispo ou sans travail, ou est-ce que tu travailles à côté? Alors, j'ai oublié de te demander ça. Au départ, j'étais inscrite en INSPE en DU parce que moi j'avais déjà le master spécifique professorat des écoles. Ok. Après, j'ai commencé à bosser mi-septembre jusqu'en décembre. Et après, j'ai recommencé en avril à bosser. J'étais sur du 40 heures semaine. Et après, j'ai vraiment bossé à bloc entre janvier et avant les épreuves d'admissibilité en avril. Et après, pendant mon arrêt maladie par rapport à mon opération au mois de mai aussi, j'ai carburé sur les révisions quotidiennes pour les oraux. Ok, et ça c'était plutôt sur tes heures, c'était des heures à toi, mais t'avais pas un travail à côté, dans le sens pour... Voilà, mais quand j'avais mon travail, je bossais le soir. Hein. Ouais, tu bossais. Je faisais les visios hebdomadaires à chaque fois de chaque préparation. On peut dire que quasiment tous les soirs, j'avais des visios. Ok, donc en fait tous les soirs t'es en visio et donc j'imagine qu'il faut gérer le petit loup, faire les câlins, les bisous avant les visios. C'est ça, c'était très compliqué parce que des fois elle commençait à 19h. Eh oui, des fois elle commence à 19h, d'accord. Le top du top pour toi c'est quelle heure pour avoir une bonne visio, en même temps retenir Moi je dirais après 19h 21h c'est très bien parce que comme ça on se couche pas trop tard, on fait une bonne nuit de sommeil, mais quand on a des enfants c'est un peu compliqué. Donc après, celles qui ne travaillent pas, si elles peuvent pas suivre le direct, elles suivent le replay et après elles posent les questions sur le forum. Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a quand même le côté, on n'est pas dans la même temporisation, mais on peut quand même suivre le replay et quand même avoir cette impression de participer à quelque chose, quoi. Oui. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y avait un groupe? Est-ce que tu faisais partie d'un groupe de révision avec qui tu travaillais? Alors oui, par rapport à la formule de Daniel Haddad, elle nous avait mis en groupe pour faire des préparations et du coup après nous on avait décidé de se faire un groupe WhatsApp parce qu'en plus on n'était aucune dans la même académie. Il y en avait une qui était sur La Réunion, une qui était sur Toulouse et la troisième, je me rappelle plus mais c'était dans le nord. Donc c'était vraiment des localisations totalement différentes. Donc on se faisait des visios, on travaillait des notions, on s'interrogeait. Et après, plus tard, au moment des épreuves d'admissibilité, j'ai rencontré une de mes collègues aussi qui a eu le concours cette année d'Ajaccio. Donc moi je suis en Haute-Corse, elle est en Corse du Sud. Et on se faisait des visios aussi pendant nos temps libres, surtout pour les oraux, où on se mettait en mode j'ai un jury en face qui va me casser, le jury te casse.
tu te prépares et ça te permet aussi de mieux appréhender après les oraux, quoi. Ok, ouais, c'est une des stratégies hyper intéressantes pour les oraux. Effectivement, c'est de faire le jury le plus difficile qu'on puisse trouver. Ah, c'est ça. Et elle était très forte. Hein. Elle avait fait le jury pour le brevet et tout, elle était très très forte. C'est vrai. Ouais. Ouais, donc du coup, t'étais prête. Ce qui est pas mal. En fait, c'est vrai que c'est pas cool à vivre, mais vaut mieux le vivre en entraînement que le vivre le jour J. Oui, c'est ça. Et après, on s'est partagé aussi les tâches pour faire les fiches en EPS. Ok. Et on travaillait ensemble sur les situations. D'ailleurs, j'ai eu 9 sur 10 en EPS. Et en mise en situation pro, j'ai eu 8 sur 10. Excellent. Donc ça, j'espère que ça arrive dans une oreille et que ça s'arrête dans l'oreille des candidates qui écoutent. C'est vraiment une super stratégie que de trouver un petit groupe. Alors là, vous étiez 2. Parfois, je recommande d'être 5 parce que on ne sait pas qui va avoir les épreuves d'admissibilité et qui ne va pas les avoir. Ça peut arriver dans un groupe. Donc, moi, dans mon groupe de 4, j'ai été la seule à avoir les épreuves d'admissibilité. Et voilà, c'est ça le problème. Donc voilà, il faut anticiper que tout le monde va peut-être pas les avoir et que du coup derrière, il faut se retrouver un groupe, ce qui est plus coûteux en temps parfois, hein, pas toujours. Hein. Et parfois, ça demande un peu plus. Quand on travaille avec quelqu'un depuis le début de l'année, quelque part, on se motive. On a des phases aussi difficiles dans un concours. Hein. Au-delà des péripéties qui peuvent nous arriver. Oui, mais moi, je m'étais vraiment bien fait amie avec ces filles-là et elles m'ont encouragée jusqu'au bout, quoi. Ah, super. Elles l'ont pas eu, elles étaient très contentes pour moi. Elles disaient, voilà, toi, t'as du mérite. J'étais la seule à l'avoir passé autant de fois, en fait. Oui, c'est ça. C'était la 2e ou la 3e fois. Ouais. Et déjà, elles en pouvaient plus. Moi aussi, j'essayais de les rebooster. Mais après, à la fin, quand j'ai été la seule à avoir les épreuves d'admissibilité, elles ont été présentes, elles m'ont boosté. Même elles savaient les jours où j'avais mes oraux, elles m'envoyaient des encouragements. Après, quand il y a eu les résultats aussi, elles étaient là. Enfin, c'était top, quoi. Ouais. Et quel impact ça peut avoir un groupe, justement, comme ça, qui s'entraide et qui... ça nous permet, quand on a des moments de coups de mou, de pouvoir avoir un petit boost. Ok. Et de pouvoir repartir. Ouais. Ça marche. Tiens, il y avait des situations comme ça dans le groupe où que vous viviez en même temps et vous disiez, putain, on vit le même truc en même temps, ou moi j'ai vécu ça, voilà comment je l'ai dépassé. Essaye de faire ça, tu vois, par exemple, je pense avec ton petit loup, mais ça peut être aussi d'autres choses. Oui, c'est ça. Ouais. On était 3 mamans sur 4. Ok. Donc, moi, j'étais la seule à avoir un seul enfant. Une, elle en avait 3 et l'autre, elle en avait 3 aussi. D'accord. Donc, une ne travaillait pas. Donc, elle bossait, mais bon, elle bossait en décalé avec nous puisqu'elle était à La Réunion. Ah oui, c'est vrai que c'est le problème des candidates qui sont à La Réunion, c'est que c'est pas le même. Et après, il y en avait une qui bossait en même temps. Donc, c'était vraiment compliqué, mais on arrivait à se trouver des petits moments. Des fois, c'était même juste un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, on essayait au max de travailler ensemble, quoi, parce qu'on se répartissait les tâches aussi, des fois. Ça, c'est important aussi. Quand on est en groupe, c'est de savoir se répartir les tâches pour moins se fatiguer. Et oui, alors quand tu dis les tâches, c'est quoi comme tâche par exemple ? Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est plus à l'aise sur une notion qu'un autre, il va faire une fiche récap et après il peut faire en visio l'explication et que les autres nous posent des questions auxquelles on peut répondre et après proposer des exercices et qu'on les résolve pour pouvoir leur montrer comment il faut faire et avoir un certain automatisme pour aller plus vite. Ok, c'est ça. En fait, tout est question de gain de temps, j'ai l'impression. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux avec le temps, non ? Ah oui, hein, vu le sujet qu'on a eu en maths était très très long. Ok. Cette année, j'ai trouvé. Moi, je me suis pas, en fait, j'ai pas regardé l'heure, moi. J'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai réussi à tout faire. Bon, j'ai pas eu une note non plus de fou, hein. J'ai eu 11,5 sur 20. Mais j'ai eu le temps de tout faire, je me suis pas stressée par le temps. Moi, j'ai une amie à moi, c'était la première fois qu'elle passait. Elle a fait un seul exercice. Elle a vu qu'il restait une demi-heure, elle a commencé à stresser, elle a plus réussi à rien faire, quoi. Eh oui, le problème, la pauvre, elle s'est tapée une note éliminatoire. Ça, c'est des choses à pas se faire, c'est se faire contrôler par le temps. Et oui, c'est ça, d'accord. Et c'est vrai que ça se prépare quand même en amont, avoir fait un CRPE blanc ou au moins 2 mois, je dirais 2 ou 3, quoi. Non, pas qu'un ou 2, hein. Ah, non. Il faut en faire minimum 1 par mois dans chaque matière, comme ça, pour on obtient des automatismes. C'est vraiment important d'acquérir des automatismes. Ouais, même en français, pour la connaissance de la langue et tout, et pour le développement réflexif, c'est méga, méga important. Ok. Bon, j'espère que c'est entendu par celles qui écoutent. Tiens, juste comme ça, est-ce que tu avais... Alors, j'aime bien cette question parce que je trouve que c'est une question qui parfois paraît anodine, mais est-ce que tu avais des stylos, du matériel fétiche, entre guillemets, qui fait que
tu bosses toujours de la même façon, avec le même type de papier, le même grain, tu vois, quelque chose qui... Alors moi, je travaillais pas avec le papier parce que, enfin, j'imprimais mes fiches parce que moi, j'aime bien quand c'est propre, net. Je mets des couleurs parce que, en fait, j'ai plusieurs types de mémoire. J'ai la mémoire auditive, j'ai la mémoire visuelle et kinesthésique. Donc, du coup, j'utilisais les 3 mémoires. Au début, pour apprendre une notion, je faisais une fiche au brouillon, mais après, je faisais une carte mentale sur l'ordi avec les couleurs et tout, parce qu'après, moi, je savais que c'était à tel endroit de la feuille. Et après, je réécoutais les cours aussi, et ça faisait le lien entre les 3, en fait. Ok, donc tu travaillais sur tes 3 sens en même temps, Ouais. de façon à... Alors ça, c'est intéressant parce que tu vas être maîtresse, donc du coup, ça va être intéressant aussi de peut-être avoir les 3 points de vue, de se dire, ouais, il y en a qui ont un sens développé plutôt auditif, plutôt visuel, plutôt kiné. Pour ceux qui connaissent pas, le kinesthésique, c'est le toucher, hein, c'est tout ce qui est autour du toucher, du coup, de l'odorat, on met beaucoup de choses dans le kiné. Après, je conseille aussi aux candidates de se renseigner sur les intelligences qu'a fait, je crois, Howard Gardner, les 8 intelligences. Parce que des fois, certains candidats, ils savent pas quelle intelligence ils ont et laquelle utiliser pour travailler efficacement. Ok, c'est les intelligences multiples, le travail sur les intelligences multiples. Ok. Ouais, voilà. Je mettrai en lien une conférence sur de TEDx qui permet de découvrir son travail. Je sais pas si c'était Ted Warner dont tu parles, mais en tout cas qui permet de découvrir. Ouais, ok. Ça marche, je le note. Juste comme ça, toi, en tout début, dans ta première année de préparation, t'avais un sens qui était plus développé qu'un autre? Non, parce que j'avais déjà conscience que les 3 étaient là. Ok. Depuis très longtemps, je savais que j'avais ces 3 sens-là et j'ai les utilisé les 3. D'ailleurs, même quand j'étais en fac, je révisais mes partiels une semaine avant et j'avais des super notes. Ça marche. Donc toi, ta technique pour réviser justement en travaillant sur ces 3 sens, quelle est-elle? Alors, quand je découvre une notion, en fait, je vais lire le cours. Ok. Je vais noter les idées importantes. Et après, je vais faire une carte mentale. Derrière, tu passes en carte mentale, ok. Parce que justement, notre cerveau travaille en arborescence et c'est pour ça que les cartes mentales sont plus efficientes pour pouvoir retenir. Ça marche. Parce que j'avais vu une conférence de Mohamed Bouclé sur, parce que c'est un champion mondial ou international, je sais plus, de lecture rapide et de mind mapping. Ça marche. Il nous avait fait, j'avais assisté à la conférence, il avait fait un truc top. Il nous avait proposé une carte mentale sans couleur, sans rien, par arborescence. On devait retenir des infos en 30 secondes. Et après, il nous a posé plein de questions et en fait, on a tous réussi à répondre. Ok. Intéressant. Intéressant, ok. Donc tu les mets en carte mentale. Donc ça, c'est plutôt le sens visuel, on est d'accord, la carte mentale. Ouais. Ok. Et comment tu fais ensuite pour travailler ton auditif et ton kiné? Alors le kiné, justement, j'écrivais les notions à connaître dans la leçon spécifique. Et en auditif, je regardais les replays des visios. Et en auditif, tu regardes les replays des visios, d'accord. Est-ce que tu te fais toi-même tes vocaux? Je faisais ça pour les programmes, pour connaître les programmes. D'accord. Donc tu faisais ça pour connaître les programmes. Donc t'as quand même emmagasiné la connaissance de différents programmes, des différents cycles. Eh oui, on est obligé. Non mais c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que pour faire ça, en gros tu utilises ta technique donc carte mentale, plus je me fais des vocaux et plus je réécris, c'est ça? Plus après les fiches de questions-réponses. Et plus les fiches de questions-réponses qui ont quand même un très très gros impact. À la fin, vraiment, quand on est dans les derniers moments. Ok, ça marche. Ouais, donc ça demande quand même une bonne connaissance. Parce que souvent, ce qu'on entend et qui est en règle générale peu efficient, hein, c'est le fait de relire ses cours avant de dormir, par exemple. Ça a pas d'impact efficient en fait au niveau des recherches là, à l'heure actuelle. On voit que c'est pas intéressant de juste relire. En fait, il y a une méthode, je sais plus, c'est que je l'avais trouvée. À J1, on lit, après on relit à J3, à J7. Enfin, il y a vraiment une technique vraiment pour après ne pas l'emmagasiner juste dans la mémoire à court terme. C'est ça s'appelle la reprise expansée. Ouais, tout à fait. Donc oui, quand on travaille en reprise expansée, c'est le but du jeu, c'est de se faire quasiment un planning de mémorisation en fait. Et ça demande de se poser avec son crayon, son papier ou avec son ordinateur et puis de se dire voilà J1, J2, J3, enfin J4, J8, etc. Ok.
Donc du coup, ouais, au niveau de donc toi, au niveau des objets, il n'y a pas d'objet particulier. Non. Non, ça c'était. Par contre, tu mettais de la couleur pour retenir, tu mets beaucoup de couleurs. Pour faire travailler ma mémoire visuelle, je mettais beaucoup de couleurs et justement dans les cartes mentales, j'associais des images. Oui, c'est ça. Au texte. Ah, ça c'est super intéressant. Parlant aussi. Ok. Cette technique s'appelle le palais mental. Donc c'est quand même une technique qui est hyper intéressante, qui est d'associer une image à une connaissance. C'est pas n'importe quelle technique en termes de mémorisation. Elle est utilisée c'est ce que disait Mohamed Bouclé, il le mettait dans les mind mapping. Ouais. Et même dans le français facile, quand elle faisait les cartes mentales, elle associait des images à chaque fois. Ok, ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment un truc hyper intéressant, hein. Le palais mental qui est utilisé depuis 2000 ans et dans les concours de mémorisation aussi. Ok. Tiens, juste comme ça, alors sur le côté, alors on a parlé de plein de trucs, hein. Donc tu vois, au début c'est cadré et puis après on part à droite et à gauche. Quelles ont été tes croyances? En quoi tu crois en fait qui te permet de tenir comme ça jusqu'à la 7e année où tu décroches le concours? Parce que j'ai eu des expériences professionnelles dans les écoles et j'ai vu que c'était ma place en fait. Je me sentais totalement à ma place. Et je me suis dit, ça va être long, ça va être dur, mais tu vas finir par y arriver. Ok, ça marche. Tiens, cette croyance-là, ça va être long, ça va être dur, mais tu vas finir par y arriver. Tu l'as depuis le début? Non. C'est quand on va dire à moitié de parcours, je l'ai eu. Ok, vers la 3e, 4e année, c'est ça où tu t'es dit tu vas y arriver? Ouais. Ok. C'était quoi les croyances que tu avais avant que tu as abandonné? D'être trop confiant. Trop confiante? Ouais, au début, j'étais trop confiante. Ok, ça marche. J'étais sûre de la première année, j'étais sûre de l'avoir parce que j'avais travaillé avant dans les écoles et tout. Et après, la grosse baffe. Fra! Ok. Ah, c'était... Et justement, il faut être confiant. Même si... il faut montrer, surtout aux épreuves d'admission, qu'on a confiance en ce qu'on dit. Parce qu'après, si le jury sent qu'on n'a pas confiance en nous et qu'on hésite sur ce qu'on dit, ils vont aller piocher. Ils vont aller taper là où ça fait mal. Donc, c'est en fait le donner le bâton pour se faire battre. Ok, c'est ça, ils sentent la faille et puis du coup, ils rentrent dedans, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, quand on prépare ces oraux, pendant qu'on fait la préparation avant de passer, si on n'est pas sûr de quelque chose, on n'en parle pas. Parce qu'après, ils vont peut-être nous poser des questions et on va pas savoir répondre derrière. Ça marche. Et comment t'as fait du coup pour préparer tes oraux, pour orienter? Est-ce que t'as orienté le jury? Oui. Ok. Donc ça c'est pour celles qui écoutent, quand on prépare un oral, on essaie d'orienter les questions du jury vers là où on est expert entre guillemets, ou en tout cas là où on est à l'aise. Comment t'as fait pour les orienter? Alors, j'ai fait ça dans ma phase d'ouverture, dans ma conclusion. Ça marche. En fait, j'ai dit que ça pouvait être des prolongements possibles par rapport à la séance proposée. Ok, donc tu as fait des ouvertures. Voilà. Et chose à faire aussi qui est importante, c'est quand on commence à parler, on donne déjà une première image. Quand on finit de parler, c'est la dernière chose qu'ils vont retenir. Donc vraiment préparer au brouillon, écrit entièrement son introduction et sa conclusion. Parce qu'au début, on va être stressé et on va être rassuré d'avoir ce format papier-là. Ok. T'as le droit d'avoir ton papier de toute façon? Oui, on a nos brouillons. Oui. Ok. Donc effectivement, c'est vraiment c'est comme tu dis, l'entrée, la fermeture, l'ouverture, la fermeture. Est-ce qu'il y a des stratégies du type j'aurais pu vous parler de ça, mais j'ai pas le temps, ou si vous me posez des questions, je reviendrai sur ça? Non. Enfin, moi, je l'ai pas fait. Parce que justement, je m'étais entraînée à tenir les 15 minutes de tout ce que je voulais dire. Ok, d'accord. Et même, j'avais laissé un peu de temps à la fin de mes préparations de leçons pour me chronométrer, voir si je tenais les 15 minutes. Parce que chose à savoir, si on ne tient pas les 15 minutes, le temps qu'on n'a pas sur les 15 minutes, il est reporté sur les questions après. Que ce soit dans les 2 épreuves d'admission. Donc, plus on tient, nous, avec ce qu'on a fait, moins on aura de chances après de se faire piéger. Et c'est ça. C'est toi qui contrôle le temps, en fait, hein? C'est ça. Maître du temps. Le maître du temps. Enfin, Boyard. C'est ça. Ok. Tiens, justement, quand tu as géré, alors,
j'imagine que la première année où tu vas aux oraux, c'est pas tout à fait la même chose que la 7e année où tu vas aux oraux, en termes de stress, en termes de préparation, en termes de réservation des Non, hôtels. non, pas du tout. Comment t'as fait, toi? Quel conseil tu peux donner ou quelle stratégie tu mets en place pour te préparer Alors, mieux possible? moi, ce que je conseille, c'est déjà d'arriver sur les lieux la veille, donc de réserver un hôtel et tout, de se renseigner par rapport à l'endroit où on est convoqué, de prendre un hôtel pas loin pour ne pas avoir à gérer le stress des embouteillages ou quoi que ce soit. Repérer les lieux la veille aussi pour ne pas avoir un stress supplémentaire le jour J. Après, c'est se mettre, en fait, être seul et être dans sa bulle. Ok, Vraiment se recentrer, il faut être focus. ça marche. Téléphone, pas de téléphone? Oh si, quand même, parce que j'avais mon fils et tout, je lui faisais Ouais. des visios le soir et tout avant de dormir, mais j'essayais le moins possible parce que je me remémorais les notions que j'avais le plus de mal à aborder. Ok. Et entre 2 euros, tu fais quoi, toi? Je me laisse un jour de répit et après je recommence à réviser le suivant. Ok. T'avais eu un délai, t'avais eu quelques jours? Une semaine pile. T'avais eu une semaine pile, donc tu t'es laissé un jour où stop, et après c'est Ouais. reparti. On remet la machine en route. C'est ça. Ça marche. Donc là, tu t'es laissé. Donc toi, tu préconises, on se prend la veille, on va voir le site peut-être même, on se déplace. Oui, ouais. Ok. De façon à pas être stressé le jour J. Et pour l'anecdote, comme ça, j'avais eu une candidate quand moi je passais le CAPES qui arrivait, mais je crois 3 minutes avant que ça ferme. Et elle dormait chez un ami et elle est arrivée 3 minutes avant que ça ferme et elle était en stress, donc elle n'avait pas préparé ses feuilles parce que souvent il faut préparer quand même ses en-têtes Oui. au début de. Ouais. Et en fait, elle n'a pas eu son admissibilité parce qu'elle était trop stressée, quoi. Elle arrivait en méga C'est pour stress. ça qu'il faut s'enlever le stress inutile. C'est ça, exactement. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Juste, quel est le meilleur conseil que tu aies pu recevoir? Alors, de s'accorder du temps pour soi. Ok. C'est Que tu très faisais pas? important. Ensuite, ce serait aussi de bien dormir, de faire Ouais. des bonnes nuits de sommeil. Et aussi de vraiment faire, faire abstraction des fois de certaines choses. Des fois, on est obnubilé par un truc. Sur le moment, on n'y arrive pas, on le lâche, on fait autre chose. Autant on revient après dessus et on va y arriver. Des fois, on fait un blocage, on arrête et on refera plus tard. Ok. Ça, c'est intéressant aussi ce que tu dis. Si, par exemple, une candidate qui n'arriverait pas à dormir, comment elle fait? Comment t'as fait, toi, les années où tu sais, t'es en stress, ça tourne dans la tête? Comment tu fais? Je me mettais de la musique pour m'endormir. Et à un moment donné, j'ai même essayé des traitements homéopathiques qui ont bien marché. Ok, donc toi, t'as choisi ça. Ça marche. Je demande ça parce que c'est vrai que parfois, on se dit, il faut dormir. Alors, moi, j'ai d'autres techniques, mais qui sont plutôt mentales. Mais c'est vrai qu'après, quand on n'utilise pas l'hypnose, forcément, on se demande comment je peux faire si je prends des cachetons et puis je dors, quoi. Mais est-ce que c'est la meilleure des nuits qu'on va passer? Je suis pas sûr. Je sais pas. J'en sais rien. Après, ça dépend aussi des personnes. Oui, ça dépend. C'est vraiment au cas par cas, là. Tout à fait. Tiens, à ton avis, alors c'est une question qui est pas évidente, mais j'aime bien la poser quand même. Qu'est-ce qui a fait, à ton avis, la différence entre toi et les autres candidates? C'est dur de répondre à cette question parce qu'après, on peut paraître prétentieux. Alors on met l'option prétention à côté. L'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai à mon avis développé de plus? Et là, c'est la minute où on se dit, ouais, si, c'est bon, j'ai géré, j'ai eu mon concours, quoi. Donc, c'est bon. Ouais, ça a été ma détermination. Ok. De rien lâcher. Et aussi de me baser sur mon expérience de terrain. Parce qu'en fait, j'ai été 3 ans en stage pendant le dispositif emploi avenir professeur. C'est-à-dire que pendant mes études en licence 2, en licence 3 et en master 1, j'étais 2 jours par semaine dans des écoles. Okay. Donc en licence 3, je faisais de l'observation. En licence 2, je faisais de l'observation. En licence 3, je commençais à gérer des groupes avec les préparations que m'avait donné l'enseignant. Et en master 1, je commençais à préparer moi et à mettre en œuvre mes préparations. Okay. Et après, pendant mon année de master 2, j'ai été contractuelle enseignante dans le premier degré. Donc ça m'a permis des fois
de mieux appréhender. Et même, j'ai eu une question dans un oral, par exemple, quelle est l'expérience qui vous a marqué? Donc après, ça permet aussi de pouvoir rebondir. Ok, puis t'es déjà en place en fait, comme tu disais, t'étais déjà à ta place en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Tiens, ta détermination, elle vient d'où? De mon parcours de vie perso, de jamais rien lâcher. En fait, c'est dans ma façon d'être, de rien lâcher tant que j'ai pas ce que je veux, parce que je suis quelqu'un de très obstiné, quelqu'un de très têtu. T'es obstiné, têtu. Donc ça, c'est Ouais. pas que des défauts en fait. Hein. Non. Là, c'était pris dans le bon sens. Ok. Là, c'était donc il faut quand même être têtu, on peut le dire, ou obstiné. Hein, si on fait un revêtement, on dit qu'on est obstiné. Et comment tu sais que t'es obstiné? Comment tu sais que tu lâcheras rien quand t'as un objectif? Ça, c'est dur à répondre. Je sais. Je dirais que, en fait, il faut fonctionner par palier. Il faut pas voir déjà la fin directement. Il faut se faire des petits objectifs. En fait, pour arriver d'un point A à un point B, c'est pas tout droit. Hein. Ça va être une longue route sinueuse. Donc après, il faut savoir. En fait, je pense que c'est un système d'escalier, en fait. Parce que si on vise trop haut, direct, on va retomber, on va se démotiver, on va tout stopper. Alors que si on se fait petit objectif par petit objectif, à chaque fois on se dit tiens, je suis capable d'y arriver, je vais avancer encore. Je vais voir jusqu'où je peux aller en fait. Ça, à chaque fois, c'est dépasser les objectifs qu'on se fixe. Ok. Mais c'est vraiment des mini-objectifs au départ pour après arriver au gros objectif final, quoi. Oui, ça, tu décomposes en fait ton objectif principal en petits objectifs atteignables. Tout à fait. Et c'est marrant ce que tu dis parce que quand on travaille en accompagnement par exemple, quand je fais de la pratique en hypnose et que j'ai quelqu'un en cabinet, c'est vrai que avant par exemple quelqu'un qui me dit moi je veux être heureux, je lui dirais c'est quoi la première étape pour être heureux, vous voyez, on travaillera sur ce que tu dis en fait, hein. C'est des petites marches. C'est quoi le premier petit truc que tu peux faire pour demain te sentir heureux, si tant est qu'on sache ce que ça veut dire. Ok, je vais te poser deux dernières questions. Est-ce que tu utilisais les réseaux sociaux? Et si oui, compte tenu de ce qu'on sait sur les réseaux sociaux, comment tu faisais pour gérer ton temps et éviter d'y passer une journée, quoi? Alors, oui, j'étais sur les réseaux sociaux. Donc, j'étais sur Instagram et sur Facebook. Donc, moi, en fait, je m'étais inscrite sur des groupes de préparation au CRPE. Donc, à chaque fois, pour chercher des données, j'allais sur les groupes et je regardais. Ce qui m'intéressait, j'enregistrais pour regarder plus tard. Et après, j'y revenais. Et après, Instagram, je m'en suis beaucoup servi parce qu'il y avait des Instagrammeuses qui faisaient des questions-réponses, qui faisaient des petits lives. C'était vraiment très bien. Ok, t'as des comptes à recommander? Ouais, alors j'ai Maîtresse Déjantée. Okay. C'est un groupe de 4. Elles font des questions-réponses un peu sur tous les thèmes. Elles mettent des situations en EPS. Après, je dirais... après, il y en a tellement. Il y a Maman va à l'école. Après aussi, je regardais beaucoup sur Rachel et ses drôles de maths, sur Brio Concours, Louisa Apprentissage. Et après, j'étais beaucoup aussi sur des Instagram d'instit déjà, ou même des stagiaires, pour prendre des petites idées qui peuvent aussi servir des fois pour préparer l'épreuve de leçon. Eh oui. Voilà. Tout à fait. Ok, moi ça c'est noté. Alors je pourrais pas mettre tous les liens vers tous les comptes Instagram, donc prenez note de ce qu'a dit Caroline pour aller directement sur les au comptes. pire, mets mon Insta. Si tu as oui, tu l'as mon Insta, c'est là que tu m'as contacté. Oui, je t'ai contacté là. Donc... Au pire, donne mon lien Insta et moi je suis abonnée à tous ces comptes-là et elles iront fouiller directement. C'est ça, tout à fait. J'allais te le demander. Tu vas le laisser juste après. Pour que les candidates qui veulent te suivre en tout cas puissent te suivre et puis regarder voilà si elles ont des questions peut-être même je sais pas après si tu pourras répondre à toutes les questions mais en tout cas si elles ont j'essaierai. Voilà. C'est important d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose. Et c'est ça parce que parfois dans celles qui écoutent elles ont les mêmes situations ou elles en sont à la 3e, 4e fois ou qu'est-ce que tu peux voilà quand on a un lien un peu plus privé c'est plus facile. Ouais. La question que je voulais te poser avant que tu connaisses tout ça, c'était si tu avais un conseil ou deux à la limite, ce serait lequel pour les candidates qui t'écoutent? C'est de croire en soi et de croire en ses capacités. Ok.
croire en soi, croire en ses capacités. Et comment tu fais? Bah, justement, en me fixant les petits objectifs à chaque fois. Ok. Parce que ça nous donne un reboost. On se dit, tiens, j'ai réussi. Bah, maintenant, je vais monter encore la petite marche. Bon, ben ça marche. Juste avant qu'on se quitte, donc du coup, est-ce que tu peux faire partager, si c'est possible, ton Insta pour que les candidates puissent te suivre si elles ont envie de te suivre? Alors, oui. Juste parce que je ne connais pas mon nom d'Instagram, il faut que j'aille sur mon appli, 2 secondes. Ça marche. Alors, mon nom d'Instagram, c'est Caroline Spinella, tout en minuscule, tout attaché. Et Spinella avec 2 L. Oui. Avec 2 L. Ok. Eh bien, Caroline, je te remercie pour m'avoir accordé ce temps. Merci donc, à toi. Pour ceux qui veulent te suivre, Caroline Spinella sur Instagram. Et bien, je vous souhaite bon courage pour votre CRPE. Et on se retrouve dans un prochain podcast avec une nouvelle candidate. À bientôt. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le partager. J'ai récemment créé un groupe Telegram dont le lien se trouve dans la description. Vous pouvez également trouver des informations sur le blog personnenulle.com ou encore, pour les candidates qui souhaitent trouver un groupe de travail, rejoindre le groupe Facebook, groupe de révision en ligne. Je vous souhaite tout le meilleur pour votre préparation au concours et je vous dis à très bientôt.